Alors, imaginez un instant. Une citoyenne espagnole, elle vit à Madrid, mais elle possède un appartement à Paris et, disons, une petite maison de vacances en Italie. Un cas classique, oui. Eh bien, avant 2015, à son décès, sa succession, c'était un vrai casse-tête juridique. On pouvait se retrouver avec 3 lois différentes à appliquer. Un cauchemar pour les familles et les notaires. Exactement. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur une petite révolution qui a eu lieu il y a plus de 10 ans. Le règlement européen sur les successions. L'idée, c'était de tout simplifier. On va voir, en s'appuyant sur l'analyse de la pratique, ce qui a vraiment changé et ce qui coince encore un peu. C'est un sujet passionnant. La première grande révolution de ce texte, ça a été de rompre avec ce qu'on appelait le système scissionniste. Rien que le nom fait un peu peur. Qu'est-ce que c'était au juste? C'était une source de complexité énorme. Avant, la loi applicable dépendait de la nature du bien. C'est-à-dire? Pour faire simple, la loi de la résidence du défunt pour tout ce qui est mobile, les comptes en banque, les actions, les meubles. Et la loi du lieu de l'immeuble pour tout l'immobilier. Ah oui, donc dans mon exemple, Pour votre espagnol, ses comptes à Madrid auraient suivi la loi espagnole, mais son appartement parisien, lui, était soumis à la loi française. d'accord, je vois. Le règlement a balayé tout ça. Il a posé un principe d'unité. Désormais, une seule et même loi s'applique à toute la succession. Meubles et immeubles confondus. Et cette loi unique, c'est laquelle? Par défaut, c'est la loi de la dernière résidence habituelle de la personne. C'est beaucoup plus simple. On imagine le soulagement. C'est déjà un pas de géant, cette unification. Mais le règlement ne s'arrête pas là. Il donne aussi un pouvoir de décision à la personne, n'est-ce pas? Je pense à la fameuse professio juris. C'est tout à fait ça. C'est l'article 22. C'est l'autre grande innovation. Il permet à n'importe qui de décider, dans son testament, que sa succession ne suivra pas la loi de sa résidence. Mais plutôt sa loi nationale. Exactement. Un citoyen britannique qui vit en France depuis 30 ans peut choisir la loi anglaise pour régler toute sa succession. Et ce choix prime sur tout le reste. Donc là, on change complètement de logique. On passe d'un système où c'est la géographie des biens qui décide à un système où c'est la volonté de la personne. On lui donne vraiment les clés. C'est un changement de paradigme, oui. Mais c'est là que ça devient délicat. Parce que ce choix de loi, il peut venir heurter des principes très forts dans certains pays. Je pense évidemment à la réserve héréditaire en France. Vous mettez le doigt sur le cœur du problème. Cette part d'héritage qui est protégée pour les enfants. En principe, oui. Le règlement européen ouvre cette possibilité. Si un citoyen, disons israélien, dont la loi nationale ne connaît pas la réserve héréditaire, choisit sa loi. Il peut déshériter ses enfants? Théoriquement, oui, même si les enfants sont français et que les biens sont en France. C'était la porte ouverte par le texte. Mais la France a réagi. Une sorte de contre-attaque du droit français. On peut le voir comme ça, oui. Fin 2021, un nouvel article du Code civil, le 913, est venu poser une limite. Il a créé un droit de prélèvement compensatoire. Un droit de prélèvement compensatoire, c'est-à-dire... Ça veut dire que si la loi étrangère choisie ne protège pas les enfants et qu'il y a un lien avec l'Union européenne, les enfants peuvent réclamer leur part de réserve. Mais attention, uniquement sur les biens situés en France. Donc on protège la réserve, mais juste pour le patrimoine français. N'est-ce pas un peu jouer contre l'esprit du règlement européen qui voulait une loi unique pour tout l'empire? C'est toute la question et c'est très controversé. D'un côté, on a cette volonté d'harmonisation européenne, de prévisibilité. De l'autre, un État qui refuse de voir l'un de ses piliers. L'un de ces piliers sociétaux? Exactement. La protection de la famille. Contournée. Ça illustre parfaitement cette tension entre le droit européen et ce qu'on appelle les ordres publics nationaux. Donc, si on fait le bilan après plus de 10 ans, le tableau est assez nuancé. On a bien deux avancées majeures. Une loi unique et la liberté de choix. Oui, absolument. Mais la pratique de ces dernières années montre que les bastions du droit national, ils résistent. La réserve héréditaire en France, c'est l'exemple parfait. Ça prouve que l'unification totale, on n'y est pas encore. Ce qui nous laisse avec une question ouverte pour la suite finalement. Dans cette construction d'un droit européen unifié, comment va-t-on réussir à concilier cette quête de sécurité juridique promise par les règlements avec l'attachement quasi viscéral de chaque pays à ses propres valeurs fondamentales?